Salut à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Pour vous raconter un peu, en fait l'autre jour je traînais sur internet et je suis tombée par hasard sur d'anciennes parties à moi. Mais alors quand je vous dis anciennes, mais c'est des très anciennes parties à moi. Ce sont mes toutes premières parties en tournoi lors de ma toute première année en club d'échecs. Donc ça date de 2007, j'avais aux alentours de 11 ans, j'étais en deuxième année pupillette chez les filles. Et du coup, en tombant sur ces parties l'autre jour, j'étais un peu nostalgique forcément, et j'étais curieuse de voir à quoi ça ressemblait. Comment je jouais à l'époque lors de mes toutes premières parties. Alors j'avais joué, avant d'être en club d'échecs, j'avais joué un peu sur internet et contre mes parents 1 ou 2 ans avant. Mais voilà, c'est tout, rien de plus, j'avais rien appris. Et donc voir un peu à quoi ça ressemble, et surtout voir comment apprendre de ses propres erreurs. Comment progresser d'une partie à une autre et ne pas commettre les mêmes erreurs. Et surtout, en fait, déculpabiliser, dédramatiser le fait qu'au départ, oui, on est débutant et on joue mal. Oui, c'est normal. On est tous passés par là. On a tous donné des pièces. Donc, n'ayez pas peur de jouer. Parce que ça, je sais en fait qu'il y a beaucoup de gens qui au départ se disent ah non mais je suis nulle, je peux pas jouer en tournoi, je peux pas jouer contre quelqu'un, et qui vont jouer que sur internet ou contre des robots, contre des ordinateurs, etc. Non, on est tous passés par l'étape débutant, même Magnus Carlsen, le champion du monde, on a tous donné des pièces au départ. C'est ce que vous allez voir dans les parties. Donc jouez et faites-vous plaisir, mais vous avez le droit de faire des tournois. On va en parler de ça, justement, comment apprendre de ses erreurs. Voilà, bon, c'est mon point de vue, mais juste après l'analyse de la partie, je vous parlerai que pour moi, le contexte de la partie, tout ce qui est en dehors des échecs, tout ce qui a lieu autour de la partie, est très important pour qu'on puisse retenir ses erreurs et progresser, en fait. On parlera ça après de l'analyse de la partie, donc je vous propose tout de suite de regarder cette toute première partie, et je jouais contre un 1500, Yanis Saori, salut à toi si tu passes par là. Donc pour ceux qui le connaissent, qui est maintenant d'ailleurs un très fort joueur, qui est à 2300, quelque chose comme ça je crois. Et du coup, cette première partie, alors je l'ai même pas retrouvée sur internet, c'est une partie que j'ai retenue de tête, parce qu'elle m'a beaucoup marqué, on en reparlera après l'analyse de cette partie. Donc dans mes souvenirs, c'est ma toute première partie en tournoi, mais en réalité je pense pas, je pense que j'en avais déjà fait quelques-unes avant. Mais bon, c'est l'une de mes premières. En tout cas, c'est la première que j'ai retenue et qui m'a vraiment marquée. Donc, j'avais les noirs et je vous propose tout de suite de regarder les premiers coups. Mon adversaire joue E4. Okay. Et moi, je joue E5. On met les pions au centre, tout ce qu'on apprend au départ. Moi, je respectais les principes d'ouverture, je connaissais aucune ouverture. Au départ, il n'y a pas besoin d'apprendre la sicilienne, etc. On sort juste les pièces naturellement. Donc moi, c'est ce que je faisais. Donc, lui joue cavalier F3, attaque, mon pion E5. Voilà. Donc moi, je fais pareil, je sors une pièce au centre, parce que les principes d'ouverture, c'est ça, c'est vraiment contrôler le centre, et je développe mes pièces vers le centre. Donc je sors mon cavalier, et je protège du coup mon petit pion. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fou C4, donc c'est l'italienne, ça s'appelle comme ça cette ouverture, et c'est souvent l'ouverture qui est jouée par les joueurs qui débutent aux échecs. C'est souvent celle qu'on montre parce qu'on respecte vraiment les principes, on sort toutes les pièces vers le centre et on prépare rapidement le roc. Donc lui sort son fou en C4. Et moi du coup, ici je joue cavalier F6. Voilà, je joue cavalier F6, donc un coup qui est tout à fait naturel, je sors une pièce, j'attache son petit pion et j'essaye de sortir mes pièces pour faire le petit roc. Donc tout à fait naturel. Mais on va voir que ce coup déjà, je le recommande pas en fait avec les noirs là-dessus, parce que on a droit à des complications et à des petits pièges, c'est exactement ce qui va se passer dans cette partie. Donc on parlera à la fin de la partie de qu'est-ce que je vous recommande ici, plutôt que cavalier F6. Pourquoi cavalier F6, il y a déjà des petits problèmes, c'est tout simplement que là, les blancs jouent cavalier G5. Et on peut réaliser que le cavalier et le fou attaquent tous les deux ce petit pion.
Et j'ai que le roi qui protège. En fait, ce petit pion, le pion F7 et le pion F2, ce sont les pions les plus faibles en début de partie tant qu'on n'a pas roqué, parce que c'est les pions qui ne sont protégés que par le roi. Et on sait que le roi, c'est pas censé être une pièce qui protège. À l'inverse, on est censé protéger le roi. Donc en plus, c'est vraiment pas la pièce idéale pour défendre. Donc là, il m'attaque ce petit pion et il menace de prendre du cavalier. Et s'il prend du cavalier, il fera fourchette entre ma tour et la dame. Donc ça ne va pas du tout, je perdrai énormément de matériel. Donc là, ça devient déjà un petit peu plus compliqué, mais bon, je trouve une défense. Je pense que je la connaissais peut-être déjà. Je sais pas trop, en tout cas, je réfléchis, et je trouve une défense qui est de mettre mon pion en D5 pour couper la diagonale du fou. Et du coup, je me dis, s'il prend du fou pour garder la menace sur ce pion, tout va bien. Je prends du cavalier, je l'élimine. Donc ça irait très bien. Du coup, il prend du pion. Mais moi, je m'étais dit, s'il prend du pion, tout va bien. Je fais cavalier prend. Et j'ai échangé des pions au centre et il n'y a pas de problème. Et je coupe toujours son fou. Et alors, c'est là où, grosse surprise, je ne m'y attends pas du tout. Il me joue cavalier prend F7. Sacrifie la pièce. Bon je me dis, ok, alors il va affaiblir mon roi, mais je vois pas trop quel est le problème, il me donne quand même une pièce gratos, et j'ai plein de pièces pour protéger mon roi. Bon ok, je prends. Mais en fait ça c'est un piège théorique, c'est un sacrifice classique, dont il le connaissait, il l'a pas inventé dans la partie. Ici je sacrifie la pièce pour déroquer mon roi, et parce que après, vous pouvez mettre pause pour chercher quelle est l'idée. Donc là, avec les blancs, il fait dame F3, échec au roi noir. Moi je me dis, bon, tout va bien, je vais cacher mon roi derrière les petits pions, j'ai une pièce en plus, ok, c'est pas l'idéal, j'aurais pas roqué, etc. Je vais bloquer mes pièces, mais j'ai quand même une pièce en plus. Bon, mais ce que j'avais pas du tout réalisé ici, c'est qu'en fait, déjà tout à l'heure, il faisait une fourchette. En faisant dame F3, vous avez pu remarquer que la dame attaque le roi, mais attaque aussi ce cavalier. Donc déjà, la pièce qu'il a sacrifiée, il va pouvoir la récupérer si je viens en G8. Je me cache. Mais c'est pire que ça, parce que là, la partie va déjà se terminer là. Pourquoi? Parce que ici, donc, il récupère le cavalier avec son fou, protégé par la dame. Et ce que je réalise, c'est qu'il y a échec. Échec au roi. Et mon roi, où est-ce qu'il va? Il n'a pas de case de fuite. Le fou, je peux pas vraiment le manger avec la dame, sinon il me remange de la dame, et ça ferait encore échec, donc ça ne va pas. Et est-ce que je peux interposer quelqu'un? Ok, je peux interposer mon fou. C'est ce que j'ai fait, j'interpose mon fou. Mais mon fou il est pas protégé, forcément. Donc il me prend, et qu'est-ce qui se passe? Échec et mat. En 9 coups. Voilà, mon premier souvenir de partie en tournoi. Donc clairement après cette partie, vous voyez, il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui vont dire ok, j'arrête les échecs, je ne joue plus de ma vie, ou en tout cas plus en tournoi. Et il y a ceux qui vont s'accrocher, se dire non mais ça va pas, je peux pas perdre comme ça, et du coup qui vont être motivés pour apprendre de leurs erreurs. Et moi j'étais dans cette deuxième catégorie de personnes, je me suis dit mais c'est pas possible de perdre aussi vite, et donc je me suis dit ok, je vais apprendre et voir qu'est-ce qui va pas. Alors, pour éviter ça, comment ça se passe? Alors tous ces trucs là déjà, on peut éventuellement rentrer là-dedans et jouer ici, alors roi E6, comme ça je protège le cavalier. Et j'ai une pièce de plus. Mais bon, ça clairement je ne conseille pas du tout de rentrer là-dedans avec les noirs. Vous avez certes une pièce de plus, mais c'est très difficile à jouer. Vous avez vos 3 en plein centre, ça ne respecte pas du tout les principes. Ça devient très compliqué. Donc ne rentrez surtout pas là-dedans. Donc pour éviter ça, quel est mon conseil? Et pour ne pas se prendre tous ces pièges compliqués et devoir trouver des défenses compliquées, ça va être juste de l'empêcher de jouer ce piège-là. Et là, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, quand vous faites cavalier F6 avec les noirs, vous bloquez la diagonale de votre dame. Donc, c'est pour ça que les blancs peuvent jouer cavalier G5. Parce que je ne peux plus manger le cavalier avec ma dame. Mais, du coup, si ici, je sors d'abord mon fou, et là, les blancs ne peuvent pas faire cavalier G5. Sinon, il y aurait dame prend. Donc déjà, on l'empêche de venir nous attaquer le petit pion directement. Alors, les blancs peuvent persister et essayer de le faire quand même. Ils peuvent faire du coup D3 pour faire jouer leur fou et pouvoir protéger la case G5.
Ok. Bon, bah, dans ce cas, ça sert plus à rien que madame contrôle cette case. Et là, du coup, on se dit, bon, bah, on développe quand même le cavalier. Mais là, ça va changer des choses. Parce que maintenant, quand il fait cavalier G5, là, j'ai une défense avec les noirs. J'ai une très bonne défense, et ici, cavalier G5 n'a aucun intérêt avec les blancs. On va en discuter. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour essayer de chercher la défense si vous ne la connaissez pas. Et du coup, la défense, c'est quoi? C'est ici, petit roc. Parce que quand j'ai sorti mon fou, maintenant je peux roquer. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que maintenant ma tour protège ce pion. Et alors ça, c'est possible que vous l'ayez déjà joué, ou même du côté des blancs. Et ici, on voit beaucoup de joueurs débutants manger le pion en F7, soit avec le fou, soit avec le cavalier, peu importe, mais essayer de tout échanger. Ils se disent, ok, je prends, prise, prise, reprise. Et les blancs se disent, ok, j'ai donné mon cavalier, mon fou, mais pour gagner une tour et un pion. Et c'est vrai que le cavalier fou, ça fait 3 points, enfin 3 plus 3, donc ça fait 6 points. Et tour plus pion, ça fait 5 plus 1, donc ça fait 6 points aussi, si vous comptez avec les valeurs des pièces que vous avez apprises. Mais alors ça, ce compte-là est un peu faux, parce que ces valeurs-là sont pas tout à fait justes. C'est juste pour vous donner une valeur approximative quand vous commencez des échecs, pour vous aider à savoir la valeur des pièces. Mais en réalité, c'est pas vraiment juste, cette valeur. Et ce qu'il faut déjà réaliser, c'est que les blancs, ils ont donné 2 pièces effectives. Un cavalier et un fou, donc des grosses pièces. Contre une seule vraie pièce chez les noirs, une tour, alors que l'autre c'est un pion. Donc déjà le pion, bon, il est beaucoup moins fort. Donc déjà il y a 2 pièces offensives des blancs contre une seule des noirs. Et c'est pour ça qu'en fait c'est beaucoup mieux pour les noirs. Et aussi, ce qu'on peut remarquer si on regarde cette position, bah je remarque que les noirs, on a 3 pièces de sortie contre 0 chez les blancs. Parce que les blancs ont échangé toutes leurs pièces qu'ils avaient sorties. Donc j'ai une grosse avance de développement, donc je vais pouvoir attaquer très vite. Et il ne faut surtout pas avoir peur de son roi, hein. Notre roi n'est absolument pas faible, même si on a l'impression qu'il est sorti un peu, il est sur la diagonale blanche, mais pour le moment on peut pas l'attaquer avec les blancs, et puis notre roi peut très vite retourner se cacher derrière ses petits pions, donc il n'y a aucun problème. Et donc là vous êtes déjà gagnant avec les noirs, après il faut savoir concrétiser, etc., mais vous êtes bien mieux. Donc bien retenir, hein, les 2 pièces mineures contre la tour et le pion, ça vaut rarement le coup. Là, dans le cas des blancs. Nous, on est très contents d'avoir fait cet échange-là. Donc ici, en fait, pour revenir, si vous sortez votre fou d'abord, quand on vous joue l'italienne, que vous jouez comme ça, sortez d'abord votre fou plutôt que le cavalier. Comme ça, il n'y aura plus le piège avec la G5 et les petites fourchettes, et vous vous en débarrassez, vous n'avez plus à la prendre. Et donc, si les blancs persistent à le faire, ce qui est fort possible, hein, vous êtes juste mieux, en fait, c'est juste que votre adversaire n'a pas les connaissances et ne comprend pas que fou et cavalier, ici, ça ne valait absolument pas le coup de les échanger contre tour et pion. Ils ont donné toutes leurs pièces qui étaient sorties. Donc voilà pour cette partie, pour cette très courte partie de 9 coups. Vous verrez que les prochaines seront plus longues, il y aura plus de contenu échiquier. Mais celle-ci, par contre, est très intéressante et très instructive. Et j'aimerais justement discuter avec vous de comment apprendre de ces erreurs, comment progresser et retenir. Et comment progresser d'une partie à une autre. Je m'a permise cette partie ce jour-là. Alors, un des critères très importants, c'est que j'ai joué contre une personne en face à face, déjà. Et ce n'était pas sur Internet. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui jouent que sur Internet. Et pour moi, ça, c'est une erreur. Et ça va vous empêcher de progresser à un moment donné ou un autre. Pourquoi? Ou alors vous allez progresser beaucoup plus lentement. Pourquoi? Là déjà, le fait de jouer contre quelqu'un, et puis en plus avec qui je suis devenue amie après, et on s'entendait bien, et bien juste après la partie, j'ai pu discuter avec lui et il a pu me donner des conseils. Il était 1500, voilà, et il connaissait ces pièges-là, donc il a pu m'expliquer que c'était un piège théorique. Comment est-ce que j'aurais dû réagir, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Il m'a expliqué là le truc de sortir le fou avant le cavalier, comme ça, j'ai pas ce problème du piège. Et donc, déjà j'ai pu apprendre juste après la partie. Alors que si on joue sur Internet, c'est très rare de chatter avec la personne pour demander des conseils, etc. Ça arrive, hein. Moi au départ j'ai commencé sur Internet justement, et il y a eu quelqu'un qui a été très gentil avec moi et qui m'a donné des conseils pendant plusieurs mois.
qui m'expliquait. Mais c'est plutôt rare. Et puis c'est pas pareil par chat que dans la vie réelle. Donc déjà il y a ça. Quand vous jouez contre une vraie personne en tournoi ou même avec des amis, etc., et que vous jouez contre des joueurs plus expérimentés, vous allez pouvoir discuter la plupart du temps après avec la personne et il pourra vous donner des petits conseils. Donc ça c'est déjà très important. Ensuite, le deuxième critère super important pour que vos parties vous marquent et que vous reteniez plus facilement vos erreurs et comment améliorer et justement retenir les conseils qu'il m'avait donnés ce jour-là, bah en fait c'est le contexte de la partie et tout le côté émotionnel que vous avez mis dans la partie. Là ce qui se passe c'est justement c'est une partie qui était jouée en tournoi par équipe en plus, donc ma défaite impactait toute mon équipe, donc déjà le fait de me faire mater en 9 coups en moins d'une demi-heure, bah c'était pas très cool pour mes coéquipiers quoi, enfin bon, forcément ça met un peu le moral dans les chaussettes et lui il continue à jouer, il voit bon on a déjà ce point là qu'on n'a pas, donc déjà motivation baisse et non voilà je me suis pas battue énormément. Bon, après il comptait pas sur mon point parce qu'il savait que je jouais contre quelqu'un de fort, mais quand même. Donc déjà il y a ça aussi, il y a la culpabilité de perdre aussi vite alors qu'on joue avec des coéquipiers. Ça va marquer et on va vouloir revenir de son erreur pour que ça ne se reproduise plus. À la différence de quand vous jouez sur internet ou quand vous jouez tout seul, bon, vous enchaînez les parties, c'est à peine si vous les analysez, et si vous analysez... Oula, c'est difficile à dire. Et si vous les analysez, vous pouvez repérer des erreurs, mais je suis sûre que la plupart du temps, le lendemain, vous vous en souvenez plus. Alors que moi, vous voyez, là, après des années, je m'en souviens encore de cette partie. Et je me souviens du contexte, du lieu de jeu et avec qui je jouais. Et ça va faire la différence. Parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis avec mes coéquipiers, je perds très rapidement, donc déjà, c'est un peu la honte. Surtout que c'était la première fois. Je me demande si c'était pas la première fois que je jouais en équipe avec eux, ou presque l'une des premières fois, et j'étais, mais ils vont jamais vouloir me reprendre en équipe. Et ensuite, l'autre truc, c'est aussi que on avait fait de la route pour jouer cette partie. Bon, pas énormément, mais c'était, je sais pas, une demi-heure de route, 40 minutes peut-être. Mais bon, voilà, 30 minutes aller, 30 minutes retour, déjà, bon, quand on a 11 ans, ça fait un peu de route. C'est un petit peu long de faire ça juste pour faire une seule partie d'échecs dans l'après-midi, c'est ça. Et bah, le truc, c'est aussi que la partie d'échecs, bah, en 9 coups, vous imaginez bien que je la perds rapidement. Je pense en moins de 30 minutes, c'était plié la partie, voire 15 minutes. Mais forcément, bah, je devais attendre que mes coéquipiers terminent leur partie pour qu'on rentre tous ensemble, vu qu'on faisait du covoiturage et puis on attend, quand on est en équipe, c'est sympa d'attendre que tout le monde termine avant de partir. Mais du coup, les parties, elles pouvaient durer plusieurs heures. Et donc j'ai passé mon dimanche après-midi dans une salle peu éclairée de souvenirs à attendre plusieurs heures et donc à m'ennuyer aussi. Et à voir les autres qui jouaient et moi, bah voilà, je jouais pas. Et je les regardais jouer, mais bon, au départ, quand on débute, en plus, c'est pas très passionnant de regarder des parties d'échecs parce qu'on n'y comprend rien quand on débute. Et bah voilà, je me suis ennuyée tout le dimanche après-midi, et donc pareil, ça motive à te dire, bon, les prochaines parties en tournoi, bah j'ai pas envie de la terminer en 15 minutes et de poireauter toute l'après-midi que tout le monde termine. Donc là aussi, du coup, ça, émotionnellement, ça motive à apprendre et à retenir ses erreurs. À la grande différence de quand on joue sur Internet, où il n'y a pas cette implication personnelle et émotionnelle. Et donc vous n'allez pas retenir, ça va pas vous marquer. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment, pour tous ceux qui sont attirés par les compétitions, ou tous ceux qui sont tout simplement attirés par les clubs d'échecs, bah de vous lancer, de tester. Après ça vous plaira pas, vous verrez. Il y en a, ils vont perdre en 9 coups, ils vont vouloir arrêter parce qu'ils vont se dire non mais c'est bon, ça m'intéresse pas, c'est trop dur. Mais il y en a d'autres, ils vont vouloir justement apprendre. Et donc si vous voulez apprendre, je vous encourage vraiment à tester le jeu en réel et pas seulement sur internet en ligne. Bon, actuellement avec la situation sanitaire, c'est un peu compliqué, mais quand ce sera amélioré, tournez-vous vers les clubs d'échecs, tournez-vous vers les compétitions, testez. Peu importe votre âge, peu importe votre niveau, je vous encourage vraiment, ce n'est pas le même jeu en réel avec des personnes que en ligne. Et ça fait vraiment un déclic et ça aide énormément pour progresser. Voilà. C'est toujours plus dur si vous jouez que sur internet. Après, c'est aussi possible, hein. Rien n'est impossible, ça, si vous travaillez à côté, etc. Mais pour moi, vraiment, je sais que le côté
le contexte, etc. m'aide énormément à retenir et à progresser. Donc voilà, j'espère que ce nouveau concept de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit like si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. L'idée en fait ce serait donc de vous montrer plusieurs parties que j'ai jouées cette année-là, en 2007, lors de ma première année en tournoi d'échecs et en club, voir comment j'ai pu retenir de mes erreurs et donc comment faire pour progresser. Et après, bah dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je sais pas trop. Moi ce que j'ai prévu pour le moment c'est juste vous montrer ces parties de 2007. Mais après, je me dis pourquoi pas ensuite regarder des parties les années suivantes et voir un peu l'évolution, comment j'ai appris au fur et à mesure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!